Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et une nouvelle thématique. En effet, je reviens avec l'ouvrage de Mariama Ba, Une si longue lettre. En effet, c'est un ouvrage qui est poignant, qui est touchant. Honnêtement, il est vraiment bouleversant. Une femme qui aujourd'hui n'est plus raconte la polygamie, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle en a retiré, ce qui l'a brisé, toutes ses doutes, ses incompréhensions, toutes ses réflexions. Mais elle ne raconte pas uniquement ce qu'elle a vécu dans la polygamie, elle raconte également la polygamie qu'a vécue une de ses amies, ainsi que bien d'autres femmes qui l'ont entourée. Mariam Abba, c'est une fervente anti-polygamique, si ça se dit, parce qu'elle l'a vécu dans sa chair et elle en a profondément souffert, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'est pour vous dire que j'avais vraiment hâte de vous parler de cet ouvrage que j'ai lu d'un seul trait, parce que j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur la polygamie. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les regarder. Et si vous êtes intéressé par toutes les problématiques liées à la femme noire, ainsi qu'à sa valorisation, mais également au couple mixte, ainsi que relations interraciales, interculturelles, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Alors, Mariam Abba, c'est une Sénégalaise qui est née en 1929 et c'est une orpheline de mère, mais elle a reçu une excellente éducation, à la fois traditionnelle, pieuse par ses grands-parents, en tout cas musulmane, hein, et après quelques années, bien sûr, son père l'a encouragée à faire des études supérieures et son père était ministre de la Santé. Donc en fait, Mariam Abba fait partie de la haute bourgeoisie sénégalaise. Donc elle s'est retrouvée directrice d'école et elle a suivi également des études où elle a également passé le concours de l'école normale. Donc elle a été enseignante hein, pendant 12 années. Elle est mère de 9 enfants. Elle a été divorcée puis remariée. Elle s'est engagée dans le militantisme associatif. Elle a lutté contre les castes et la polygamie. Elle a réclamé une éducation pour tous et des droits véritables pour les femmes. Hein. Et elle est décédée de maladie en 1981, 2 ans après la publication de son roman Une si longue lettre. Et à la veille de la publication de son second roman, Le Chant écarlate. Donc, apparemment, c'est une voix incontournable de la littérature africaine. Et bien évidemment, elle ne pouvait que figurer sur ma chaîne. Alors, là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, honnêtement, je me suis peut-être trompée au début, mais là, je vous ai dépeint sa biographie, mais dans l'ouvrage, c'est écrit avec le je, le pronom personnel, le premier pronom personnel. Et du coup, on peut penser que c'est l'histoire de Mariama. Mais attends, peut-être que c'est son histoire, mais comme tout auteur, tout écrivain, on l'enjolive, ou c'est une histoire imagée, mais qu'elle a, comment dirais-je, parce qu'elle est très, elle luttait vraiment contre la polygamie, elle a peut-être entendu, donc elle s'est inspirée, etc. Bon, en tout cas, moi je vais vous raconter ce que raconte l'ouvrage. Donc l'ouvrage, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Ramatoulaye, qui est mariée à un homme qui est issu de la grande bourgeoisie sénégalaise, elle aussi. C'est vraiment des gens qui sont nantis, qui vont bien. En effet, ils ont pu faire des études supérieures, ils savent lire, ils savent écrire. En tout cas, dans l'ouvrage, cette femme, elle est institutrice également, il me semble. Et son mari, d'après ce que j'ai compris, parce que parfois ça allait dans tous les sens, il y avait tellement des noms, etc. Il me semble qu'il est médecin. Et il s'investit également au niveau politique, syndical, pour le droit des concitoyens, etc. Et là, dans l'ouvrage, en fait, Ramatoulaye, elle a été mariée avec son mari dans l'ouvrage pendant 30 ans. Elle lui a donné 12 enfants, dont un mort-né. Et un jour, du jour au lendemain, euh, ben,
elle se retrouve devant le fait accompli d'avoir une coépouse. Et comment ça s'est fait? Vous pensez que son mari est venu lui dire? Absolument pas. Ce sont des imams, des frères du mari qui sont passés à un moment-là, et puis avec le griot, et qui lui ont fait comprendre en fait que le mari allait prendre une deuxième femme. Donc du coup, elle n'a même pas eu son mot à dire. Donc la croyance comme quoi on demande l'avis de la première épouse, c'est totalement faux. La plupart du temps, ça ne se fait pas, ça s'impose. C'est important de le savoir. Et du coup, en fait, dans cette histoire, c'est une lettre qui a été écrite à une meilleure amie qui s'appelle Aïssatou. Et elle raconte, Ramatoulaye raconte son histoire de la polygamie. Également, elle remémore l'histoire de son amie Aïssatou. Et elle parle également d'autres personnes et surtout d'une autre amie ivoirienne qui a vécu aussi des défis dans son mariage par rapport à la difficulté qu'ont beaucoup d'hommes africains à rester fidèles, etc. Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, comment en fait elle s'est retrouvée avec une coépouse? Eh bien, elle a eu 12 enfants avec son mari, dont un qui est mort. Ça faisait 30, elle a fait 30 ans de mariage, mais voilà, elle avait dépassé un certain âge, elle avait déjà eu tous ses enfants. Et elle avait sa fille qui était au lycée, qui avait toujours une amie, une camarade d'école qui venait souvent à la maison, qui était très timide, qui était très réservée, mais qui venait d'un milieu plutôt pauvre. Et en fait, cette amie-là se confiait toujours à la fille de Ramatoulaye en lui disant: oui, il y a un vieux qui me drague, il dit qu'il veut sortir avec moi, etc. Mais moi, c'est un vieux, ça ne m'intéresse pas, etc. Et bien sûr, la fille de Ramatoulaye ne pouvait pas se douter un seul instant que c'était son père. Et ils n'ont pas l'abri comme ça. Et en fait, du jour au lendemain, cette fille-là, qui était de condition pauvre, qui s'habillait comme une pauvre lot, eh bien, elle s'est retrouvée avec des vêtements de prêt-à-porter, vraiment bien habillés, avec des derniers cris, tout un tas d'objets. Et du coup, elle s'est confiée à la fille de Ramatoulaye, qui était son amie, en lui disant: oui, le vieux veut que je l'épouse, etc. Mais moi, je ne veux pas trop, j'aimerais obtenir mon bac, etc. Et la fille de Ramatoulaye en a parlé à sa mère, et sa mère lui a dit: mais attends, dis-lui de surtout pas épouser ce monsieur, elle va griller sa jeunesse, non, 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 il faut pas le faire. Malheureusement pour elle, vu qu'elle venait d'un milieu pauvre, la maman de cette fille-là, elle voulait sortir de la misère. Elle voulait une grande villa, elle voulait pouvoir aller à la Mecque, elle voulait tout un tas de choses. Donc elle a dit à sa fille, comme d'hab la culpabilité africaine, que font souvent les parents: ah mais si tu n'épouses pas ce vieux, moi tu vas me laisser dans la misère, t'es une mauvaise fille, c'est pas bien ce que tu fais, moi je t'ai pas mis au monde pour être dans la souffrance, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. Du coup, la fille a accepté d'épouser le vieux, sauf qu'elle ne savait toujours pas que c'était le mari et le père. Et du jour au lendemain, quand elle a vu débarquer la coépouse, elle a compris que c'était son mari. Et elle dit: c'est vrai que j'avais trouvé un peu étonnant que mon mari accompagne constamment cette fille et déserter de temps en temps la maison, et c'est toujours de se faire beau et séduisant. Mais comme il était plus ou moins vieux, je me suis dit: non, c'est un acte de charité, qu'il accompagne la petite parce qu'elle n'a pas de voiture, parce qu'il est tard, etc. En fait, il a dragué, il a courtisé. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a fait cet acte-là? Et c'est ce que je dis souvent dans mes autres vidéos: la polygamie, ça rend pauvre et ça empêche de constituer un héritage. Même quand les femmes travaillent, il y a vraiment une minorité qui s'en sort, mais la majorité, c'est la cata. Parce que Ramatoulaye était enseignante, elle avait quand même un petit salaire qui rentrait. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il voulait la jeunesse de cette fille et que c'était surtout pour l'argent, pour que la famille de cette fille puisse faire une ascension sociale, eh bien, il leur a donné quand même des choses, il leur a quand même promis des choses, dont l'achat d'une villa pour la fille en question et la maman, parce que je pense qu'elle vivait avec la maman. Le fait d'envoyer la mère à la Mecque et le père, mais je pense que c'est plutôt la mère. Je crois qu'il n'y avait pas de père dans l'histoire, enfin bref, vous voyez le délire. Et vu que la fille était jeune et qu'elle elle voulait poursuivre ses études pour obtenir au moins un bac, et que l'homme en question ne voulait pas, lui voulait tout de suite sa femme, il voulait qu'elle arrête les études, la mère de la fille, en bonne négociatrice, a su négocier le fait qu'en dédommagement du fait qu'elle ne poursuive pas ses études, une allocation de 50 000 francs CFA lui soit versée chaque mois. Donc l'homme se retrouvait aussi à faire ça. Par conséquent, il avait un compte joint avec Ramatoulaye qu'il a cassé pour pouvoir faire ses petits beans. Et tout l'argent, il a acheté la villa, dans les villas préconstruites, d'après ce qu'ils expliquent là, pour la fille et sa mère, envoyer la mère à la Mecque, donner chaque mois de l'argent à la fille, son argent de poche vu qu'elle a arrêté ses études pour lui,
Et toutes les sorties, les vêtements, les cadeaux, les fêtes, tout ça. Maintenant, tout l'argent est parti là-bas. Et Ramatoulaye, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée dans la précarité. Pourquoi? Parce que petit à petit, si vous ne connaissez pas des cas de polygamie, ben, c'est souvent malheureusement ça qui se passe, hein. Rares sont les hommes qui arrivent à gérer. Eh bien, il a délaissé Ramatoulaye, il l'a complètement abandonné, elle et ses 12 enfants, pour se concentrer sur son nouveau foyer, parce que la fille, en fait, faisait des crises de nerfs quand il passait du temps avec Ramatoulaye, donc il a préféré l'abandonner à son triste sort avec ses gamins. Et vous allez me dire pourquoi Ramatoulaye n'a pas divorcé. Eh bien, Ramatoulaye n'a pas divorcé, bien que c'était une femme instruite, etc., parce qu'elle avait 12 enfants et elle ne voulait pas se retrouver dans la galère en Afrique. Et ses enfants se retrouvent son père. Elle s'est dit, j'arriverai jamais à m'en sortir, en fait. Donc, à la fin, c'est l'homme qui l'a abandonné, quoi. En fait, c'était une séparation, on va dire, involontaire de la part de Ramatoulaye, mais il l'a abandonné. Il l'a abandonné jusqu'à ce il meure, parce que le début du livre, ça commence en parlant de son enterrement. Donc il est mort, il s'est plus jamais occupé d'eux, tout l'argent est parti là-bas, et du coup, quand il est mort, eux, lorsqu'ils sont venus faire l'enterrement, comme ça se fait en Afrique de l'Ouest, on donne de l'argent, on fait les comptes, on check, etc. Il était ruiné, il était fauché, il avait une dette, parce qu'en fait, la maison qu'il avait achetée à la fille, il a payé à crédit, il me semble. Probablement aussi la maison de Ramatoulaye. En tout cas, il était endetté comme pas deux. Tout l'argent était dilapidé. Et Ramatoulaye, ben, vous allez me demander comment elle a fait pour s'en sortir. Eh bien, elle a fait bouillir la marmite, elle a travaillé dur, elle s'est occupée des enfants, elle a tout fait du mieux qu'elle peut. Tant et si bien que il a carrément acheté à sa nouvelle épouse une voiture, hein, et elle, bah, elle n'avait même pas de voiture. Donc elle s'est débrouillée, elle a réussi à économiser, elle a passé son permis et elle a acheté une voiture. Et il était même étonné. Et du coup, il y a eu quand même des dommages par rapport à elle et ses enfants. Parce que, un, les gens se moquaient d'elle, elle était stressée, en dépression, c'était compliqué. Et ses enfants, ben, comme elle en avait 12, enfin 11, puisque un est mort, certains se sont mis à fumer, une est tombée enceinte hors mariage, mais heureusement pour elle, le jeune étudiant a quand même reconnu l'enfant et a décidé de l'épouser. Et deux autres ont eu des accidents de voiture et il fallait qu'elle paye tout, qu'elle s'en occupe. En tout cas, elle a eu beaucoup, beaucoup de soucis avec ses enfants. Bien sûr, ils n'avaient pas de père, ils étaient déboussolés. Et surtout, ce qui était extrêmement complexe dans cette histoire, c'est que les enfants lui en voulaient, la boudaient, étaient fâchés contre elle parce qu'elle n'avait pas voulu divorcer. Et bah, elle s'est retrouvée abandonnée, elle s'est retrouvée dans la galère, le père s'occupait plus d'eux. Et souvent, la fille, quand elle allait en boîte de nuit, elle allait en soirée, elle voyait son père avec sa nouvelle épouse qui était sa ancienne meilleure amie. Et c'était complètement hallucinant parce qu'elle, elle était dans la fête avec son fiancé. Le père était avec la nouvelle épouse. Et tout le monde se regardait. Et elle parlait plus à son père, hein. Beaucoup d'enfants issus de la polygamie, ils ont tellement vu la souffrance de leur mère qu'ils font le choix de ne plus parler à leur père, ils coupent les ponts, enfin bref. Donc c'était une situation complètement dysfonctionnelle, hein. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus sur les conséquences de la polygamie, toute la dysfonctionnalité que ça peut engendrer, les tensions, etc. En tout cas, elle a vécu l'enfer et elle l'explique, hein, jusqu'au bout de sa vie, que les enfants soient grandis, etc. et tout. Jusqu'à la mort de son mari, elle a souffert, elle a été profondément blessée dans son âme, dans sa chair, parce que elle n'a profondément pas compris pourquoi tu as fait beaucoup d'efforts pour me courtiser, je suis restée avec toi 30 ans, je t'ai donné 12 enfants, 11 enfants, puisque un est mort, je t'ai tout donné, j'ai tout fait pour... J'ai reçu ta famille, elle prenait soin de la belle famille, il mangeait chez elle, il se mettait à l'aise, les belles-sœurs venaient squatter, elle disait jamais rien, elle était toujours en train d'assurer. Et toi, ben voilà, tu as décidé de prendre une jeune parce que tu avais des besoins libidineux visiblement. Et moi, tu m'as foutu à la poubelle, tu m'as complètement abandonné, t'es plus ok. Et ça, c'est toutes ces réflexions en fait qu'elle fait dans cet ouvrage qui te font comprendre la complexité, les contraintes, l'hypocrisie, les malentendus, toute la souffrance d'une situation polygamique. Donc ça, c'était l'histoire de Ramatoulaye. Maintenant, dans l'histoire de son amie Aïssatou, elle écrit la lettre. Elle lui remémore ce qu'a vécu Aïssatou, parce que ça parle aussi maintenant du tribalisme. Quand tu te retrouves dans une situation de polygamie à cause du tribalisme. En effet, Aïssatou, c'est une jeune femme, sénégalaise aussi, mais qui est issue d'une ethnie des forgerons. En tout cas, moi, de ce que j'ai compris, hein.
Peut-être je me base un peu par rapport au Mali, mais sa famille, c'est des bijoutiers. Les forgerons, c'est ceux qui manient tout ce qui est métal, qui forgent le fer, qui font les bijoux, etc. Ils font partie d'une certaine caste en Afrique de l'Ouest et ils ne peuvent pas épouser un certain type de personnes de certaines castes, en tout cas pas les nobles. Et l'homme en question qu'il a épousé, c'était un homme issu d'une caste supérieure et donc il ne devait pas épouser cette femme. Ça faisait partie des règles ancestrales. C'était interdit leur mariage, sinon il y aurait malédiction, etc., etc. Mais lui, il a quand même épousé cette femme, Aïssatou, parce que c'était une femme brillante, intelligente, qui avait fait des études supérieures, une femme vraiment de classe, de qualité magnifique. Il l'a épousée contre l'avis de sa mère. Bien évidemment, hein, vous connaissez les mamans africaines, hein, quand elles ont une idée derrière la tête, on peut plus faire. Eh bien, elle s'est mise dans la tête qu'elle allait se venger parce que pour elle, c'était une abomination, c'était une dévalorisation, c'était la honte, une humiliation qu'il épouse une femme de caste inférieure. Donc, elle a ruminé son petit plan et en fait, elle a trouvé la solution. Et quelle était la solution? Elle a trouvé une petite Nabou dans sa famille, hein. C'était la fille à un de ses frères. Je crois que c'est un truc... Ouais, c'était ça. Il me semble bien. Une petite dernière. Et elle a prétesté, ah, mais moi j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi, parce que je suis vieille, je suis toute seule et tout. Les enfants sont partis. Ils lui ont donné la petite, elle a éduqué la petite, elle l'a formatée selon son esprit, sa vision. Elle l'a inscrite à l'école des sages-femmes. Elle a tout décidé pour sa fille. Et une fois qu'elle était adolescente, hein, 16, 17, on va dire ça comme ça, 15 ans, l'âge de se marier, première règle de donner la vie, eh bien, elle est partie voir son fils, hein, celui qui était marié à Aïssatou, et elle lui a dit qu'il devait épouser la petite, sinon elle va mourir, ce serait une humiliation pour elle, elle va mourir dans le malheur, le déshonneur, la souffrance, c'est la dernière volonté elle veut, au moins son fils peut faire ça pour elle, etc. Et lui, en fait, ne voulait pas épouser Aïssatou. Parce qu'il était bien avec sa... pardon, il ne voulait pas épouser la petite Nabou, parce qu'il était bien avec sa femme Aïssatou, elle prenait soin de lui, c'était une femme classe, la maison, c'était top level, quoi. C'était vraiment haute bourgeoisie, grâce à elle, puisqu'elle était éduquée, elle était classe. Et parce que sa mère l'a fait culpabiliser, l'a manipulé, lui a fait sentir, ouais, si tu n'épouses pas cette fille, je vais mourir d'une crise cardiaque, de malheur, de tristesse. Lui, par devoir, eh bien, il a épousé la petite fille. Sauf que, manque de peau pour lui, Aïssatou, blessée profondément d'elle-même parce qu'elle n'a pas compris, mais comment toi tu prétends m'aimer moi et les enfants que je t'ai donnés, et parce que ta mère elle te fait culpabiliser, elle te dit qu'elle va mourir des pires tourments si tu n'épouses pas la petite, tu décides de prendre une femme comme ça alors que apparemment tu n'aimes pas ni rien. Donc elle a décidé quoi? Elle a décidé de divorcer avec ses 4 enfants et de se débrouiller. Bien sûr, son mari, il a tout fait pour l'en dissuader, mais elle n'en avait que faire. Du jour au lendemain, elle a divorcé, elle a dit ciao, elle a pris la tangente et elle lui a écrit une lettre. Et la lettre était la suivante. Maodo. Les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs. Les autres courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime. Voilà, schématiquement, le règlement intérieur de notre société avec ses clivages insensés. Je ne m'y soumettrai point. Au bonheur qui fut nôtre, je ne peux substituer celui que tu me proposes aujourd'hui. Tu veux dissocier l'amour tout court et l'amour physique? Je te rétorque que la communion charnelle ne peut être sans l'acceptation du cœur, si minime soit-elle. Si tu peux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante, je te trouve vile. Dès lors, tu dégringoles de l'échelon supérieur de la respectabilité où je t'ai toujours hissé. Ton raisonnement qui scinde est inadmissible. D'un côté, moi, ta vie, ton amour, ton choix. De l'autre, la petite Nabou à supporter par devoir. Maodo. L'homme est un, grandeur et animalité confondues. Aucun geste de sa part n'est de pur idéal. Aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Je me dépouille de ton amour, de ton nom, vêtu du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route. Adieu, Aïssatou. En tout cas, c'est une excellente écrivaine. Franchement, j'en perds mon latin. Elle est maîtrise de la langue extraordinaire. Bref, voilà. Elle a dit, je ne vais pas me faire humilier.
rabaisser parce que soi-disant je suis pas de la caste noble, je suis pas assez bien, mes enfants sont pas assez bien. Ben, puisque tu préfères goûter ta mère et épouser une femme par devoir, ben moi je te laisse, je pars avec ma dignité. Elle est partie avec ses gamins. Et l'homme, il s'y attendait pas. Et d'après ce qu'elle explique, Ramatoulaye, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Aïssatou, parce que c'était une femme brillante, intelligente, elle avait fait des études, elle a pu se remettre sur les pieds, bien élever ses enfants. Elle a quitté, il me semble, le Sénégal, hein. Elle est partie en France, elle a fait une école d'interprète, c'est-à-dire elle maîtrisait déjà plusieurs langues. Elle a été nominée à l'ambassade du Sénégal aux États-Unis et elle a très très bien gagné sa vie financièrement. Elle a évolué elle continue à écrire des lettres, etc. Et ben voilà, elle s'est occupée de ses gamins, elle a tiré son épingle du jeu avec fierté, elle a refusé la polygamie, elle a refusé ce manque de dignité. Ben, Maoudou, pour faire plaisir à sa mère, il est resté avec la petite Nabou, sauf que Nabou, comme elle a fait qu'une école de sage-femme, c'est pas que c'était pas quelqu'un de bien, elle travaillait et tout, mais voilà, c'était pas une érudite, c'était pas une femme sophistiquée, etc. Donc du coup, bah, elle faisait du mieux qu'elle pouvait, et puis apparemment, Maoudou, il était triste et malheureux parce qu'il avait perdu une femme de classe, il s'est retrouvé avec une femme plus simple, hein, et chez lui, c'était un peu négligé, c'était pas comme avant. Bien sûr, vu que il y avait le tribalisme, toute la famille de Maoudou qui ne venait plus à la maison parce qu'il était marié à Issatou, qui était de la classe des forgerons et tout, bah, ils ont commencé à revenir, sauf que lui, il était brisé parce que il avait régressé au niveau de la qualité de la maison, etc. C'était plus trop ça. Il a quand même eu 2 enfants avec cette petite Nabou, et puis un jour, Ramatoulaye, ils se sont un peu taquinés là-dessus, et puis il a dit, ouais, mais tu veux que je fasse quoi? Si tu mets une femme dans ta maison, t'as quand même envie d'avoir des rapports avec elle, donc au bout d'un moment, forcément, tu vas succomber, et tu auras des enfants, nous on est des hommes, blablabla. Il lui a fait toute la tirade qu'on connaît. Et bon, Ramatoulaye, ben, elle s'est dit, ouais, ça c'est un peu une excuse facile, toujours, ouais, mais on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement, etc. Donc, voilà. Et donc, elle le dit très bien, elle dit, on ne résiste pas aux lois impérieuses qui exigent de l'homme nourriture et vêtements. Ces mêmes lois poussent le mal ailleurs. Je dis bien mal pour marquer la bestialité des instincts. Tu comprends, une femme doit comprendre une fois pour toutes et pardonner. Elle ne doit pas souffrir en se souciant des trahisons charnelles. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est ce qui lie 2 êtres au-dedans. Et après, il frappe sa poitrine à la place du cœur. Et voilà, elle dit la vérité est laide quand on l'analyse. Et bon, comme elle le disait, elle dit ouais, pour se justifier, bah, il met la petite Nabou au rang de mets à déguster, quoi. Soi-disant, les hommes, ils ont besoin de changer de saveur, et ça explique pourquoi ils trompent leurs épouses, et qu'il faut tout accepter pour tout pardonner. Et elle dit, j'étais offusquée, il me demandait compréhension, mais comprendre quoi? La suprématie de l'instinct, le droit à la trahison, la justification du désir de changement. Je ne pouvais être l'allié des instincts polygamiques. Alors comprendre quoi? Et du coup, elle maintenant, Ramatoulaye, vu qu'elle a fait le choix de rester, elle s'était fait abandonner et elle galérait, eh bien, elle enviait maintenant Aïssatou qui, elle, avait réussi à tourner la situation à son avantage en divorçant. Elle s'est remise sur les pieds, elle est partie en France, maintenant elle est partie aux États-Unis, elle a trouvé un bon poste, elle a très bien s'occuper de ses enfants. Et du coup, elle le dit, malgré qu'on prédisait à tes enfants, parce qu'ils étaient soi-disant pas de la caste supérieure, malédiction, qu'ils allaient rater leur vie, que ça allait rien donner, ben, tes enfants ont largement tiré l'épingle du jeu. Voilà. Et elle dit, ben, Ramatoulaye, hein, tu t'es débarrassé du masque de la souffrance. Tes fils poussent bien, contrairement aux prédictions. Tu ne t'inquiètes plus de ton ex-mari. Tu es bien là où tu es. Le passé, tu l'as écrasé sous ton talon. Tu étais là, victime innocente d'une injustice, cause et pionnière hardie d'une nouvelle vie. Eh ouais. À cause du tribalisme, du racisme d'une mère, on lui a mis une seconde épouse, et ça, j'ai vu plusieurs fois. Malheureusement, parfois, on t'aime pas, on t'impose une deuxième femme, et le mari, il prend, quoi. Et après, tu souffres, tu galères, on te fait toute la misère. Et du coup, elle, Ramatoulaye, ça c'est l'histoire de Aïssatou, et l'histoire de Ramatoulaye, bah, à la mort du mari, bah, qu'est-ce qui se passe, hein? Comme ça se fait dans certaines ethnies,
en Afrique de l'Ouest en tout cas, on lui propose un frère du mari ou quelque chose comme ça, et elle a refusé, et puis il s'est fâché carrément, ouais, soi-disant tu te crois trop bien pour moi, sauf que elle explique dans le bouquin, mais le gars il a déjà 2 femmes, il est pauvre, il n'arrive même pas à les nourrir, il n'arrive même pas à prendre soin de ses enfants, il galère, il souffre, elle a son obligée de courir à gauche à droite pour faire bouillir la marmite pendant que lui il n'en fout pas une, et lui il veut encore la rajouter en tant que troisième femme, n'importe quoi, elle a refusé catégoriquement. Et du coup, dans le cas de Ramatoulaye, elle a eu beaucoup de chance, c'est que un ami d'enfance, le premier homme qui voulait l'épouser, lui, il est revenu lui demander sa main malgré qu'elle était vieille et qu'elle avait beaucoup d'enfants. Et lui, il avait beaucoup d'argent. Il n'avait jamais pris de deuxième femme. Il avait déjà une femme et des enfants, mais il n'avait jamais pris de deuxième femme. Il était solide financièrement. Et parce qu'elle, elle avait vécu la souffrance de la polygamie, toute cette galère, eh bien, elle a refusé. Elle lui a dit non, moi, je ne ferai jamais vivre à une femme ce que moi-même j'ai expérimenté dans la polygamie, dans le mariage. Je sais ce que c'est et pour l'instant, je ne suis pas prête à y remettre les pieds. Elle dit, je n'exclus pas le fait que je vais me remarier, mais pour l'instant, c'est niette. Moi, je ne suis pas prête à faire souffrir une autre femme parce que ce que j'ai vécu, c'est juste horrible, quoi. L'humiliation, l'abandon, la souffrance, galérer avec mes enfants, devoir les éduquer. Il m'a complètement abandonnée. Le mari n'est plus jamais revenu vers Ramatoulaye. Il est resté là-bas jusqu'à sa mort. Et à la fin, il meurt, mais parce que tu étais mariée avec lui, il t'a pas divorcé, eh bien, tu dois quand même être à l'enterrement, faire bonne figure. Et il y a plein de gens autour de toi qui racontent tout un tas de conneries. Et toi, tu sais très bien que c'est pas vrai, que c'était juste un gros connard qui t'a abandonné, quoi. Super. Et il raconte l'histoire d'une autre femme. C'est une Ivoirienne qui était une amie à elle, qui a épousé un homme sénégalais, hein, en tout cas dans l'ouvrage. Et, et c'était une chrétienne, elle, par contre. Et contrairement à l'avis de ses parents, et elle est partie vivre au Sénégal parce qu'elle aimait son mari, bien évidemment, et elle l'a suivi. Sauf qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, le mari a commencé à la tromper avec toutes les femmes du coin et tout, et elle a fait une dépression nerveuse, elle s'est retrouvée avec plein de maladies, des boules, c'est terrible, mal au foie, mal au cœur, mal aux genoux. Elle faisait prise de son, radio, cardiocéphalogramme, enfin tous les déclinaisons qui existaient, parce qu'elle était gentiment en train de se laisser mourir, tellement elle souffrait parce que son mari ne faisait plus attention à elle, la délaissait totalement, il tirait sur tout ce qui bouge, et elle n'arrivait plus à le gérer. Et en plus, la famille du mari la détestait et la maltraitait parce qu'elle ne voulait pas se convertir à l'islam. Et à la fin, elle a vu un médecin, un psychiatre, c'était au Sénégal, hein, parce qu'elle est partie à l'hôpital, elle était au bout de sa vie, elle ne pouvait plus se lever, elle ne pouvait plus rien faire. Ils ont fait tous les examens, ils ne trouvaient rien, mais ils voyaient qu'elle perdait petit à petit la vie. Et il lui a dit, écoutez, vous avez rien. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous rend profondément malheureuse. Il faut que vous trouviez ce que c'est. Et si vous savez ce que c'est, il faut que vous changez la donne, sinon vous allez y passer. Et ça lui a fait tilt à cette femme ivoirienne. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est ressaisie. Elle a repris contact avec sa famille en Côte d'Ivoire. Elle s'est excusée auprès de ses parents parce qu'en fait, ses parents ne voulaient pas qu'elle épouse cet homme-là parce qu'ils se sont dit, mais bon, déjà, il est musulman, mais c'est même pas ça, c'est que nous, on la sent pas. Eux, ils ont le droit d'être polygames. Tu vas beaucoup souffrir en fait. Et elle a pas écouté parce qu'elle était amoureuse. Et à la fin, elle a écrit à ses parents, elle s'est excusée. Elle a vraiment vu que c'était chaud, que vraiment elle a failli perdre sa vie parce qu'il faisait que de la tromper, courir à gauche, à droite, etc. Et un jour, bien sûr, vous vous doutez bien, il allait venir avec la polygamie, quoi. Et il allait probablement la répudier parce que elle veut pas se convertir, etc. Ou il allait l'abandonner, la délaisser. Et du coup, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, j'avoue, c'est un chapitre que j'ai pas le plus retenu, mais il me semble que je crois elle l'a quitté, je pense, quelque chose comme ça, et puis elle est retournée en Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Là, honnêtement, je ne sais plus trop. Mais ça explique aussi, elle en parle aussi dans cet ouvrage, que la polygamie, ça te rend malade, ça te tue à petit feu. En tout cas, ça te met dans des dépressions sévères, des dépressions nerveuses tellement puissantes que tu tombes malade. Et elle parle de beaucoup de personnes qui ont des maladies, des cancers, etc. à cause de ça. Parce qu'ils souffrent tellement et ils n'arrivent tellement pas à sortir de la situation à cause de la société, de la famille, etc. que ça impacte leur santé. Donc voilà, donc honnêtement, c'est un excellent ouvrage. Je vous invite à le lire, vraiment. Il est vraiment touchant, poignant. Elle explique vraiment dans de belles phrases, dans une belle histoire, dans une belle missive, un beau courrier, une si longue lettre,
tous les défis, la souffrance des femmes dans la polygamie et vraiment toute l'injustice qu'elles subissent, le fait que ça leur tombe dessus pour n'importe quelle raison. Soit le mari, il a envie d'être avec une jeune, il t'aime plus, il veut plus de toi. Soit la mère impose parce qu'elle t'aime pas, parce qu'elle est raciste, tribalisme. Soit tu peux aussi avoir un mauvais caractère, mais ça, n'en parle pas, mais il va s'en dire. Soit tout simplement parce que le mari, il aime trop les femmes, et il s'en fiche vraiment de toi et tu te retrouves en dépression nerveuse. Donc c'est vraiment un livre pertinent. J'ai beaucoup aimé. Moi, je vous invite vraiment à l'acheter, à le lire, à soutenir. Hélas, comme je vous l'ai dit au début du livre, elle est décédée 2 ans après la sortie de ce livre, mais il vaut le détour, il en vaut vraiment la peine. Voilà, donc moi c'était tout pour cette vidéo. J'ai fait différentes vidéos sur la polygamie, hein. N'hésitez pas à les consulter, à les regarder pour en savoir un petit peu plus, tous les conséquences de la polygamie, tous les enjeux que ça engorge. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, hein. Allez pas dire que j'ai dit que c'est en généralité, mais la grande majorité c'est souffrance, désillusion, tristesse et traumatisme. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!